Yo les refs, j'espère que vous allez bien, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va faire le top et flop de ce début de saison de Première Ligue en pleine trêve internationale. Je me suis dit que c'était le bon moment pour vous dire ce qui m'avait plu et ce qui m'avait moins plu sur ce début de saison. On s'approche gentiment du quart de la saison, on est à 8 journées déjà passées. Alors c'est un top et flop qui est subjectif, hein. C'est ce que moi j'ai vu, ce que moi j'ai aimé, ce que moi j'ai moins aimé. Donc j'ai bien conscience que ce sera pas forcément de l'avis de tout le monde. D'ailleurs à ce propos, n'hésitez pas à me dire vous en commentaire qu'est-ce qui vous a plu et ce qui vous a moins plu sur ce début de saison, qu'on puisse débattre et en échanger ensemble. Pour pas que ça parte trop dans tous les sens, on va faire ça en deux parties. On va d'abord faire une première partie sur les tops et ensuite on terminera par les flops et par ce qui m'a le moins plu. Dernier petit mot avant qu'on rentre dans le vif du sujet, les refs, on s'approche tout gentiment des 500 abonnés sur la chaîne. N'hésitez pas, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, à venir le faire, à cliquer, c'est gratuit et ça soutient énormément. Et n'hésitez pas non plus à venir me follow sur Twitch, je suis en live quasiment tous les jours là-bas. Donc voilà, j'apprécie énormément le soutien. Maintenant que je vous ai dit tout ça, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet avec les tops de ce début de saison de Première Ligue. Allez, c'est parti les refs, je vais vous donner mon premier top de ce début de saison de Première Ligue et ça me fait chier, ça me fait horriblement chier de devoir dire ça. Je ne pensais pas devoir dire ça un jour, mais Monsieur Ange Postecoglou a fait des Spurs une vraie équipe de football et c'est, je pense, pour moi la principale surprise et sensation de ce début de saison. Alors, comme vous le savez, étant donné que je suis fan d'Arsenal depuis des années et des années, ça me fait énormément de mal de devoir dire du bien des Spurs. Mais le fait est que quand on est objectif et qu'on regarde jouer cette équipe, eh ben, on prend du plaisir, qu'on soit fan d'Arsenal ou pas. Sincèrement, Ange Postecoglou fait un énorme travail avec les Spurs. Il a réussi à rendre une équipe qui l'an dernier était mais au fond du seau, hein, que ce soit le début de saison avec Conte. Alors je parle pas forcément au fond du seau en termes de points et de classement, mais plutôt en termes de jeu, d'attractivité. Les Spurs l'an dernier, que ce soit le début de saison avec Conte ou la fin de saison avec les intérimaires, c'était irregardable, c'était une purge à chaque fois. C'était un vieux 3-5-2 horrible avec 7 joueurs à vocation défensive sur le terrain et c'était on donne le ballon à Harry Kane et puis s'il fait un coup de magie c'est bien et sinon bah tant pis, on va perdre 3-0 à Southampton. Enfin, c'était horrible à regarder les Spurs l'an dernier et là le taf fait par Postecoglou il est monstrueux. Déjà le système qui est mis en place est beaucoup plus attractif, hein, permet de développer un football beaucoup plus chatoyant, beaucoup plus agréable à regarder. Les recrues font un énorme travail, que ce soit Vicario dans la cage ou Van de Ven derrière en défense centrale. Le début de saison il est monstrueux. Vicario c'est pas loin d'être jusqu'à présent le meilleur transfert de l'été, très sincèrement, avec James Maddison qui lui aussi fait un début de saison incroyable, déjà 3 buts et 5 passes décisives en 8 rencontres pour le meneur de jeu des Spurs. Le replacement de Doug Minson à la pointe de l'attaque, ça fait des merveilles. Même Richarlison qui est un joueur que je déteste et que je trouve personnellement mauvais, fait pas un début de saison horrible. Alors il a toujours des ratés énormes, hein, comme dans le match contre Luton le week-end dernier, mais enfin dans l'ensemble c'est bien mieux que sous Antonio Conte. Donc voilà, les Spurs c'est clairement pour moi le premier top de cette saison de Première Ligue. Ils sont premiers du classement, alors avec le même nombre de points qu'Arsenal, mais juste devant à la différence de but. Donc voilà, énorme crédit à Ange Postecoglou qui a fait de cette équipe une équipe qui gagne et qui est agréable à regarder. Donc voilà, même si ça fait mal au cœur, il fallait le mentionner. Pour moi, Tottenham, c'est mon premier top de ce début de saison de Première Ligue. On enchaîne avec le deuxième top de cette saison de Première Ligue, les refs, et ça concerne mon club Arsenal, puisqu'on va parler de Monsieur le grand, le patron de la défense centrale, William Saliba, qui fait un début de saison absolument stratosphérique. Le bonhomme ne s'est pas encore fait dribbler une seule fois en Première Ligue cette saison. C'est absolument dantesque.
Le début de saison est parfait, Saliba il a joué 90 minutes de tous les matchs d'Arsenal depuis le début de saison, excepté le premier tour de Carabao Cup contre Brentford, puisqu'il avait été laissé au repos par Mikel Arteta, mais sinon que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions, il a joué 90 minutes de toutes les rencontres et il a été parfait dans toutes les rencontres. C'est absolument incroyable de voir un mec de 22 ans jouer à ce niveau-là. Il est actuellement, et là je le dis en étant le plus objectif possible, William Saliba fait partie actuellement des 3 meilleurs défenseurs centraux du monde. Voilà, pas de la première ligue, pas d'Angleterre, du monde. C'est un truc de malade mental d'avoir ce niveau-là, à cet âge-là, physiquement. Absolument personne n'a réussi à le bouger. Ce week-end, il a mis Haaland dans sa poche arrière et Haaland, il n'a pas fait un pli du match. En termes, avec le ballon, c'est d'un calme, c'est d'une facilité, d'une tranquillité, que ce soit dans la relance. C'est vraiment absolument incroyable. C'est incroyable à voir jouer parce que tu vois un défenseur qui est calme, qui est apaisé, qui est serein avec le ballon, qui dirige sa défense, qui dans les duels est absolument incroyable. Il perd pas un duel, que ce soit un duel aérien, que ce soit au sol, que ce soit à la course. Il arrive à tenir tous les attaquants rapides qu'Arsenal a affronté cette saison. C'est vraiment, sincèrement, son début de saison est sensationnel. Alors, ça fait déjà plus d'1 an que je milite pour qu'il soit titulaire en équipe de France. Pour moi, il a absolument rien à envier à un Konaté ou un Upamecano. Après, on sait comment fonctionne Deschamps, il a ses choix et tant qu'il n'y a pas une catastrophe qui se passe, il ne bougera pas. Mais pour moi, William Saliba devrait être titulaire en équipe de France et son début de saison avec Arsenal ne fait que le prouver. Alors j'aurais pu mettre dans mon top que ce soit l'équipe d'Arsenal ou la défense d'Arsenal, mais je voulais vraiment faire un focus sur Saliba parce que pour moi, c'est le leader de cette ligne défensive et sincèrement, il est vraiment monstrueux depuis le début de saison. Donc voilà, c'est mon deuxième top de ce début de saison en PL. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Saliba et on va enchaîner tout de suite avec le troisième top. Allez, troisième top de ce début de saison de Première Ligue, les refs. J'ai envie de faire un petit focus sur les équipes qu'on n'attendait pas forcément en haut du classement, mais qui travaillent bien. Je pense notamment à Aston Villa qui est 5e, à West Ham qui est 7e et à Crystal Palace qui dans une moindre mesure est pas tout en haut du classement, qui est 9e, mais qui pour moi fait un très bon travail. Pourquoi j'ai highlight ces 3 équipes là? Parce que c'est pas forcément des équipes qu'on attendait en haut du classement, même si moi personnellement je pensais que Villa allait faire une bonne saison. Mais le fait est que c'est des équipes dont on parle un peu moins que les autres parce que voilà, c'est pas Arsenal, c'est pas City, c'est pas Liverpool, mais c'est des équipes qui bossent bien, c'est des équipes qui ont des résultats, c'est des équipes qui pour la plupart, pour ces 3 là, je pense à 2 sur 3 en particulier, produisent du jeu qui est quand même assez agréable à regarder, donc je trouvais que c'était important de les mettre en avant. Alors à l'heure actuelle, Villa est 5e à seulement 4 points de Tottenham premier, donc c'est une très bonne saison, sachant qu'en plus de ça, les hommes d'Unai Emery doivent jongler entre le championnat et la Coupe d'Europe, eux qui sont engagés en Europa Conference League. Donc voilà, je trouve que c'est un bon début de saison, des gros résultats. Ils ont trash Brighton 6-1 à domicile avec un triplé d'Ollie Watkins qui était monstrueux ce jour-là. Donc voilà, c'est plaisant à regarder. Alors c'est une équipe d'Unai Emery, hein, c'est pas révolutionnaire, tu découvres pas des choses comme Guardiola pourrait nous faire découvrir des choses tous les week-ends, mais voilà, c'est une équipe qui se bat, c'est une équipe qui dans le combat est présente, dans l'impact est présente et qui franchement est plus qu'agréable à regarder. Quand ça a le ballon, ça sait quoi en faire, ça fait pas n'importe quoi. Donc voilà, j'aime beaucoup ce début de saison de Villa, sincèrement je trouve que c'est un début de saison qui est réussi pour une équipe qui n'a pas forcément la profondeur d'un City ou la profondeur d'un Liverpool. Réussir à enchaîner les matchs de championnat avec les matchs de Coupe d'Europe le jeudi soir, franchement c'est une belle perf. Alors on va voir si dans le temps ça va durer, puisque évidemment on n'a fait que 8 journées de championnat et que 2 journées de Coupe d'Europe, donc on est loin d'avoir passé le gros de la saison. Ça va être important de voir si jamais il y a quelques blessures ou quoi, comment Emery va réussir à adapter son groupe. Mais voilà, Villa ça n'a pas une profondeur de ouf, donc sur la durée il va falloir voir ce que ça donne, mais pour l'instant moi franchement je suis agréablement surpris par leur début de saison. Même topo pour West Ham qui est engagé en Europa League eux et en championnat également, et qui font pareil un bon début de saison. Les Hammers qui sont 7e, qui ont eu de très bons résultats
qu'on n'attendait pas forcément. Je pense notamment à une victoire à l'extérieur sur le terrain de Brighton, un match nul de partout contre Newcastle, alors qu'on pensait que Newcastle, qui venait d'en coller une à Paris, allait être favori de ce match-là. Donc voilà, c'est pareil, les hommes de David Moyes qui bossent bien, énorme crédit aussi à David Moyes, parce que c'était un des premiers managers qu'on pensait qu'il allait se faire virer cette saison, étant donné qu'avant même le début de championnat, il y avait déjà des rumeurs comme quoi David Moyes pourrait être licencié en cas de début compliqué, étant donné qu'il ne s'entendait pas avec le nouveau directeur sportif. Le fait est que David Moyes, pour l'instant, il fait du très très bon travail. Alors, il a un énorme crédit suite au fait que West Ham ait remporté la Conference League l'an dernier, donc je pense que même en cas de début de saison compliqué, pour moi ça aurait été une décision plus que litigieuse de leur envoyer, mais voilà, le fait est que la question n'a même pas eu à se poser, puisque West Ham fait du très très bon travail, West Ham joue bien, West Ham obtient des résultats face à des équipes, comme j'ai dit, qui sur le papier sont supérieures à elle. En Coupe d'Europe pour l'instant ça fonctionne bien aussi, donc voilà, même point d'interrogation que pour Aston Villa. On va attendre de voir ce que ça donne sur la durée, parce que pareil, West Ham c'est pas un effectif qui a la profondeur d'un City ou d'un Liverpool, ou même d'un Arsenal dans une moindre mesure. C'est un effectif qui peut vite, en cas de blessure de joueurs importants, je pense notamment à un Jared Bowen, un Lucas Paqueta au milieu, qui peut vite s'effondrer. Mais voilà, pour l'instant ça tient, ça fait le taf, c'est largement à une position, enfin c'est à une position bien supérieure à ce que l'on attendait au classement. Moi je pensais vraiment que ça allait être une saison compliquée pour West Ham, dû au fait, comme je l'ai dit, qu'ils n'ont pas une profondeur de ouf et qu'ils sont engagés en Coupe d'Europe. Mais le fait est que pour l'instant, ils font du très très bon travail. Et d'ailleurs, petit point en parlant de Jared Bowen, il a signé une extension jusqu'en 2030. C'est rare, c'est à part Chelsea qui donne des contrats de 8 ans à des sommes faramineuses, à des mecs de 20 ans qui n'ont rien prouvé. Bon, à part Chelsea qui fait ça, c'est rare dans le football actuel de voir des prolongations aussi longues. Là, on est sur des prolongations type NFL ou NBA, hein, des extensions de contrat de 7 ans comme ça, c'est très très rare. Est-ce que ça peut indiquer que Jared Bowen veut d'ores et déjà finir sa carrière à West Ham? Je sais pas. Dans le monde du foot, on ne sait jamais ce qui peut se passer, hein. S'il fait une saison de fou, c'est possible qu'un club du top 4 vienne toquer à la porte de West Ham et puis balance 80 millions comme Arsenal l'a fait avec Declan Rice. Donc voilà, important de noter ça côté West Ham quand même. Et enfin, la troisième équipe sur qui je voulais faire un petit focus, c'était Crystal Palace. Pourquoi? Parce que je trouve que les hommes de Roy Hodgson, alors dans leur style bien à eux, là on parle pas d'un football chatoyant, du jeu à la City ou du Barça de 2011, voilà, c'est un style de jeu un peu à part, hein. On connaît Roy Hodgson, on sait que c'est d'abord on défend bien, et après si on peut faire quelque chose offensivement, pourquoi pas. Mais voilà, je trouve que Palace a une position au classement qui est quand même correcte. Ils sont 9e à l'heure actuelle. Ils ont fait quelques résultats intéressants cette année, notamment la victoire à Old Trafford il y a 15 jours de ça. Alors, dommage que ça n'avait pas été suivi par un résultat un peu plus positif à domicile, puisque le week-end dernier, ils ont fait 0-0 contre Nottingham. Mais voilà, le fait est que j'aime bien le début de saison de Palace. C'est cohérent avec ce qui a été fait en fin de saison dernière, sous la houlette du tacticien anglais Roy Hodgson, qui lui aussi, hein, franchement, faut lui apporter du crédit, parce que quand il a récupéré l'équipe en succédant à Patrick Vieira l'an dernier, Palace était vraiment mal embarqué, dans le jeu c'était pas dingue, et il a réussi à en faire une équipe qui prend des points, qui a une certaine efficacité offensive quand même, parce que Palace met pas énormément de buts, mais ils n'ont pas énormément d'occasions non plus, donc ça montre quand même une certaine efficacité offensive. Donc voilà, j'aime bien ce début de saison de Palace et des trois clubs que je viens de citer en général. N'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, quelles équipes vous ont surpris dans le sens positif du terme en ce début de saison. Et maintenant que je vous ai parlé de mes tops de ce quart de saison en Première Ligue, on va pouvoir attaquer la deuxième partie de la vidéo, et là ça va être un petit peu moins joyeux, puisqu'on va parler des flops et de ce qui m'a déçu sur ce début de saison de Première Ligue. Allez, c'est parti les refs, on va rentrer dans la partie un petit peu moins drôle de cette vidéo. Les flops de ce début de saison, premièrement, et pour moi c'est le plus gros, on pourrait même en faire une vidéo juste pour parler de ce point-là, la VAR et les arbitres. C'est catastrophique. Depuis le début d'année, c'est honteux. C'est honteux qu'en Première Ligue, dans le plus grand championnat du monde, dans le meilleur championnat du monde, on ait un tel niveau horrible d'arbitrage, des décisions toutes plus horribles les unes que les autres de la part de la VAR, aucune consistance, c'est incompréhensible.
ça veut pas, enfin c'est ridicule, c'est honteux, sincèrement. Alors, il y a tellement eu de décisions catastrophiques depuis le début de l'année que on pourrait même pas en faire une liste complète là maintenant. J'en ai juste 2-3 qui me viennent en tête. Premièrement, le but de Luis Diaz qui est refusé contre Tottenham. Le monde entier voit que le mec n'est pas hors jeu. L'arbitre de touche qui lève quand même son drapeau. Bon, déjà ça c'est une première erreur. Et ensuite, l'incompréhension entre la VAR, les mecs qui tracent les lignes, les machins et tout. Le mec trace la ligne, voit qu'il n'y a pas hors jeu. Mais la décision du hors-jeu est maintenue. Et le lendemain, ça envoie un communiqué d'excuses à Liverpool en disant on s'excuse, il y avait bel et bien pas hors-jeu. Et alors le pire, c'est quand il y a l'audio de la conversation entre l'arbitre, les mecs de la VAR, les référents arbitres qui est sorti le lendemain, où on entend les mecs qui sont même pas sur la même longueur d'onde, ils s'écoutent pas parler, tout le monde parle, il y en a un qui dit il n'y a pas hors-jeu, on maintient la décision. Bon, c'est ridicule, sincèrement c'est ridicule. Alors je parle de ça, je pourrais aussi parler de l'inconsistance totale sur les cartons jaunes et les cartons rouges. Pardon, Curtis Jones qui prend un rouge contre Tottenham. Alors d'accord, son pied finit sur le tibia de... Je sais plus c'est qui, je me demande si c'est pas Bissouma qui prend la faute à ce moment-là, mais si on regarde l'image arrêtée, on voit juste le pied de Curtis Jones sur le tibia, sur la jambe de Bissouma. On se dit, ok, attentat, il y a rouge. Mais le mec prend le ballon, glisse sur le ballon et son pied se retrouve sur la jambe de Bissouma. Ça, c'est pas pris en compte. Donc, déjà, pour moi, c'est problématique parce que sincèrement... Ok, si on regarde juste l'image arrêtée, c'est violent et on met rouge, mais si on a un minimum de compréhension du jeu, tu peux pas mettre rouge là-dessus. Genre, le mec joue le ballon et glisse sur le ballon avant de se retrouver dans cette situation-là. Donc voilà, bon bref, ça c'est une première chose, mais l'inconsistance totale. La semaine d'après, Kovacic, pour la même chose, le pied sur la cheville d'Odegaard. La cheville d'Odegaard, elle est à moitié en Y comme ça. Et bah c'est jaune. Et cet abruti de Michael Oliver qui est censé être un des meilleurs, je dis bien censé parce que ça fait 2 ans qu'il est 0, être un des meilleurs arbitres anglais, consulte la VAR, ne va même pas voir l'image lui-même, il écoute juste ce qu'on lui dit dans l'oreillette et le jaune est maintenu. Il y a une forme d'inconsistance totale et de lâcheté des arbitres qui est... à gerber, c'est vraiment à gerber. C'est-à-dire que les mecs vont même pas, dans la plupart des cas, ne vont même pas revoir l'action eux-mêmes, ils se contentent d'écouter ce qu'on leur dit. Je sais pas quelle bande d'abrutis aveugles se trouve dans les quarts de la VAR, mais c'est... depuis le début de saison, c'est scandaleux. Déjà, le niveau d'arbitrage en lui, moi perso, je trouve a baissé énormément depuis l'introduction de la VAR. Et le fait qu'on se retrouve avec un outil qui est même pas capable de prendre les bonnes décisions pour déjuger déjà des mauvaises décisions humaines, c'est terrible. C'est terrible que dans le meilleur championnat du monde, franchement, on se retrouve avec des situations comme ça. Donc voilà. Je sais pas ce que vous pensez vous de la VAR dans le football, mais pour moi c'est le premier flop de cette saison et comme j'ai dit on pourrait presque en faire une vidéo à part entière tellement le niveau d'arbitrage est catastrophique depuis ce début d'année. Donc voilà pour ce premier flop pardon, et on va tout de suite passer au deuxième. Allez, on enchaîne avec le deuxième flop de ce début de saison, les refs, et c'est l'heure de parler du cas Ten Hag et du cas Man United, début de saison quasi catastrophique de la part des hommes du tacticien hollandais. Alors, déjà United est 10e du championnat avec une différence de but négative et seulement 12 points pris sur 24 possibles pour une équipe qui avait des aspirations à finir dans le top 4. C'est un début de saison qui est horrible, mais en plus de ça c'est l'atmosphère globale autour du club qui est vraiment mauvaise. Alors United a gagné miraculeusement à domicile ce week-end contre Bournemouth grâce à un doublé de McTominay dans les arrêts de jeu. Le mec a marqué à 95e et 97e. Enfin, c'est un miracle que United ait gagné ce match. Mais Ten Hag peut lui dire merci. Ten Hag peut lui dire merci parce que je pense que McTominay a réussi à sauver le job de Ten Hag en inscrivant ce doublé et en faisant prendre les 3 points à United. Alors, déjà, sur le terrain, c'est nul. Quand on regarde United, je suis désolé, mais on s'ennuie, pour pas être plus grossier que ça. Il n'y a pas de fond de jeu, j'ai l'impression que chacun essaye de faire son truc. Si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, tant pis. On a un Rashford qui joue absolument pour mettre des buts et qui oublie ses coéquipiers. Le mec tente 20 frappes par match.
loin du début de saison de l'an dernier. Alors Bruno Fernandes, qui est un joueur que j'aime pas du tout, mais qui lui pour le coup individuellement est au milieu et essaye de faire de tirer un peu l'équipe dans le même sens, c'est pareil, ça n'a pas l'impact que ça devrait avoir. Enfin voilà, il y a un état d'esprit général qui est mauvais à United. Alors c'est pas depuis cette année, hein, ça fait des années que l'ambiance au sein du club est pas bonne. Preuve en est des polémiques tous les 4 matins, le choix de laisser partir de Réa pour signer Onana, tout le monde s'est dit, et moi le premier pour le coup, hein, tout le monde s'est dit c'est un des meilleurs gardiens du monde, excellent choix. Le fait est qu'Onana il fait un début de saison atroce, mais genre atroce de chez atroce. Il est maintenu dans la cage. Aujourd'hui forcément tout le monde dit ouais bah pour ces performances là on aurait pu garder de Réa. Le cas Sancho, la gestion de Sancho avec on a un joueur qui répond au manager via un post sur les réseaux sociaux. Enfin c'est dans aucun club structuré et bien géré du monde on a ça, mais à United on a des crises comme ça tous les 4 matins, donc c'est vraiment un mauvais début de saison. Comme je l'ai dit, Ten Hag, on a l'impression qu'il tâtonne, qu'il cherche encore son truc. On a des joueurs qui individuellement sont loin du niveau auquel ils devraient être. Je pense à un Casemiro, je pense à un Rashford comme je l'ai dit. Donc voilà, là une polémique de plus hein, avec le cas Anthony et l'histoire autour de cette, je sais même pas comment on peut appeler ça, de son problème de couple avec soi-disant il taperait sur sa femme, enfin bon bref, c'est une polémique de plus dans une saison, dans un début de saison qui est très mauvais pour United. On va voir si cette trêve internationale va réussir à apaiser un peu les choses et va réussir à faire repartir le club sur de meilleures bases, parce que là le début de saison est catastrophique. Ten Hag honnêtement pour moi il est sous une grosse pression. La victoire de ce week-end ça peut pas effacer toutes les mauvaises choses depuis le début d'année. Donc voilà, ça va être intéressant de voir comment United va réussir ou va essayer du moins à réenclencher une dynamique positive, mais pour moi ça doit faire partie des flops de ce début de saison, que ce soit Ten Hag en premier ou United dans sa globalité. Voilà, c'est un mauvais début de saison et c'est mon deuxième flop de ce début de saison de PL. On va pouvoir tout de suite enchaîner avec le troisième et on va parler d'un autre club dans sa globalité, c'est Chelsea. Alors c'est un flop qui pour moi était quand même un petit peu prévisible. Pochettino est arrivé cet été avec voilà, une montagne de joueurs dans son effectif, des nouvelles recrues en plus. Il a dû faire un tri énorme, il a dû essayer d'instaurer une dynamique de groupe qui n'était absolument pas présente l'an dernier. Donc voilà, c'était une tâche assez dantesque honnêtement de faire repartir Chelsea sur de bons rails. Pochettino c'est un bon entraîneur, mais c'est pas le meilleur tacticien du monde. Maintenant c'est un bon manager, c'est un manager qui sait instaurer une bonne dynamique de groupe et qui... Alors parce que je dis une fois parce que pour moi il n'a pas encore trouvé son groupe, ses 25 joueurs, son 11 titulaires et ses remplaçants, voilà, où c'est bien défini et sur lequel il peut s'appuyer. Je pense qu'une fois que ça sera défini clairement, il pourra faire de bonnes choses avec Chelsea. Mais Chelsea qui est à l'heure actuelle 11e du classement avec seulement 11 points pris, voilà, ça doit faire partie des flops parce que on attend Chelsea plus haut quand même. On attend d'un manager qui a fait de bonnes choses avec Tottenham et d'un groupe qui a autant de talent, parce que même si les transferts, le montant des transferts, les contrats et tout, on peut discuter, mais le fait est qu'il y a énormément de talent dans cette équipe-là. Il y a énormément de talent qui a été rajouté cet été aussi, hein, avec les nouvelles recrues, les Cole Palmer et compagnie. Tu dois faire mieux que ça, tu dois être mieux que 11e, surtout au vu des adversaires que tu as rencontrés. Chelsea a perdu des points à domicile contre Nottingham, a perdu des points bêtes contre des équipes qui étaient bien moins bien classées et qui ont un standing inférieur. Et là le calendrier de Chelsea après la trêve, je vais vous le lire vite fait parce que il est honnêtement c'est quelque chose de fou. Chelsea va recevoir Arsenal, va recevoir Brentford, va se déplacer à Tottenham, recevoir City, se déplacer à Newcastle, recevoir Brighton et se déplacer à Old Trafford pour y affronter United. Le calendrier il est dantesque et pour moi c'est seulement à la fin de cette période de 7 matchs là qu'on pourra avoir une vraie idée du niveau de Chelsea et d'où ils vont finir. Si Chelsea arrive sur les 7 matchs là à en gagner 3, à faire un ou deux nuls et t'en perds que 2,
tu peux avoir de l'espoir pour la suite de la saison. Mais ce run de match-là, il peut coûter très très cher aux Blues. Parce que sur les 7 rencontres, s'ils se retrouvent à faire 2 nuls et à en perdre 5 et arriver au Boxing Day, les mecs sont 15e. Honnêtement, je donne pas cher de la peau de Pochettino parce que franchement, pour moi, ces 7 matchs-là vont définir l'entièreté de la saison de Chelsea. Ça va être très important et très intéressant de voir comment ils vont aborder ce run de rencontres-là. Mais je pense qu'à la fin de cette période de 7 matchs, les Blues pourront avoir énormément de regrets quant aux points qu'ils ont lâchés là lors de ces 8 premières rencontres face à des adversaires qui étaient bien inférieurs à eux. Donc voilà, pour moi Chelsea ça fait partie de mes flops de ce début de saison, vu leur position au classement et la qualité dans l'effectif, ça peut pas en être autrement. Mais comme je l'ai dit, il faudra revenir après ces 7 rencontres là pour faire un bilan un petit peu plus approfondi, un peu plus complet de Chelsea, voilà, de ce qu'ils peuvent espérer de cette deuxième partie de saison. C'était mon 3e flop et on va gentiment attaquer avec le 4e. Allez, on va enchaîner avec le 4e et dernier flop de cette vidéo, les refs. On va pouvoir conclure cette dernière là-dessus. C'est le niveau catastrophique des promus depuis le début de saison. C'est pas possible d'avoir des équipes aussi mauvaises en première ligue. Que ce soit Sheffield, que ce soit le Luton ou que ce soit Burnley, c'est mauvais, c'est pas bon. Alors, il y a 2 équipes, c'est pas des surprises. Pour moi, Luton et Sheffield, dans mon classement prédiction d'avant-saison, je les avais mis respectivement 20e et 19e. Je les voyais vraiment finir tout en bas. Parce que pour moi, ça manque énormément de qualité dans l'effectif. Quand vous regardez un match de ces 2 équipes, au bout de 20 minutes, vous vous rendez compte immédiatement des lacunes tactiques et techniques de ces 2 collectifs-là. Je suis un peu plus déçu par Burnley parce que j'avais pas mal d'espoir pour eux. Je les avais mis finir 13e ou 14e je crois dans ma vidéo de prédiction d'avant-saison. Je pensais que Vincent Kompany réussirait à tirer un petit peu mieux de ces joueurs-là. Alors ça va être important de voir la suite de la saison pour Burnley parce qu'ils n'ont pas affronté que des adversaires faciles non plus. Ils ont déjà joué Chelsea, ils ont déjà joué City. Voilà. Je pense que Burnley a quand même les moyens de se maintenir. La chance qu'ils ont, c'est que Bournemouth fait un début de saison horrible sous les ordres d'Andoni Iraola. Les Cherries qui n'ont que 3 points après 8 journées. Si Burnley arrive à battre Bournemouth, ils sortiront de la zone de relégation. Et je pense qu'ils vont miser une grosse partie de la suite de leur saison là-dessus. De toute façon, pour ces 3 clubs-là, pour les 3 promus, s'ils veulent avoir ne serait-ce que la moindre chance d'espérer, je dis pas de se maintenir, mais d'espérer le maintien, il va falloir battre les concurrents directs. Alors je doute que Luton et que Sheffield arrivent à le faire. Pour moi c'est vraiment beaucoup trop faible. Par contre j'ai toujours un petit espoir pour Burnley. Je pense qu'il y a quand même assez de qualité dans cet effectif là pour réussir à se maintenir. Mais voilà, le niveau global des 3 promus, pour moi, ça doit faire partie des flops de ce début de saison. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus là-dessus, il n'y a pas énormément de choses à en dire, si ce n'est que le niveau global est plus qu'insuffisant. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, vous les refs, en commentaire, ce qui fait vos flops de ce début de saison. Qu'est-ce que vous avez moins aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé du tout dans ce début de saison de Première Ligue. Ça me ferait plaisir de pouvoir débattre et échanger avec vous. Je vais conclure la vidéo là-dessus, donc voilà, donnez-moi vos avis en commentaire. N'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un petit pouce bleu si elle vous a plu. Ça aide énormément pour le référencement de la vidéo. Et comme je l'ai dit, on approche tout bientôt des 500 abonnés sur la chaîne. Ça me ferait très plaisir de pouvoir y arriver avant Noël. Donc si c'est pas déjà fait les refs, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit, ça soutient énormément. Et à venir également me follow sur Twitch. Maintenant que je vous ai dit tout ça, les refs, je vous laisse aux commentaires. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et portez-vous bien.